Depuis 2006, les élus de la commune de Saint-Martin-de-Crau alertent les autorités de la République sur la dangerosité du site de la Carougnade, situé sur le territoire de leur commune. Ce site accueillait, il y a une dizaine d'années, la société industrielle de munitions et travaux qui avait pour but de retraiter les explosifs, obus, torpilles et autres munitions de l'armée française. À la suite de la cessation d'activité de la société, le site est resté en l'état et regorge encore aujourd'hui d'armes instables, enterrées ou pas, en très grande quantité. Le pire est donc à craindre dans un lieu qui n'est même pas gardienné. En 2015, le préfet prévoyait le placement de panneaux rappelant l'interdiction de pénétrer et informant de danger de mort. Autant dire une véritable publicité pour des personnes qui auraient été mal intentionnées. Sachez qu'à quelques mètres de ce terrain se trouve un pipeline de pétrole brut et une usine de stockage de gaz. La menace d'une explosion en chaîne n'est donc pas à exclure à ce stade. La nappe phréatique qui circule sous le site alimente tout le bassin de vie. Une opération de déminage a été menée du 19 au 23 avril 2021, au cours de laquelle 1421 obus au phosphore ont été découverts. Et puis depuis, plus rien. Les déminages programmés n'ont pas été effectués. Le ministre de l'Intérieur en faisait état dans une lettre qu'il adressait à Madame la maire de Saint-Martin-de-Crau le 28 mars 2022 et dans laquelle il s'engageait, je le cite, à étudier les solutions existantes pour assurer le traitement et la destruction de ces engins. Un an après, votre étude devrait être enfin terminée, je l'espère, et vous devriez avoir désormais la capacité d'agir pour dépolluer ce site. Mais les élus locaux, à ce stade, n'ont plus aucune réponse de sa part. Madame la ministre, est-ce que vous comptez prendre des mesures afin de mettre un terme au danger sur lequel la population de Saint-Martin-de-Crau vit? La réponse de Madame la ministre ne me rassure pas. Vous disiez vous-même 25 000 obus au phosphore. Donc il est vraiment temps, depuis 2006, que l'État agisse. La réforme de l'assurance récolte a pris effet au 1er janvier de cette année, mais avec la répétition des événements calamiteux en raison du changement climatique, le problème est que certains agriculteurs ont été sinistrés à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Tel est le cas en particulier des producteurs d'abricots des Baronnies, qui de 2017 à 2022 ont été chaque année victimes de gel, ayant engendré des pertes importantes sur les récoltes, alors même qu'ils n'avaient connu aucun gel au cours des 10 années précédentes. Pour ces agriculteurs plurissinistrés, la conséquence directe est que la référence historique de production, qui sert de base pour tout calcul d'indemnisation, est très faible, quel que soit le mode de calcul, moyenne triennale ou moyenne olympique sur les 5 dernières années. Ils se retrouvent donc sans protection possible pour 2023, puisqu'ils ne seraient que très faiblement couverts, que ce soit par un contrat d'assurance récolte ou par le Fonds de solidarité nationale prévu pour les agriculteurs non assurés. En outre, il ne leur est plus possible d'augmenter leur capital garanti en évaluant leur production à un niveau de prix supérieur de plus de 20% au prix de référence du barème national, car cela les priverait du bénéfice de la subvention PAC sur les cotisations d'assurance. Cette situation inquiète non seulement les producteurs, mais aussi les organisations professionnelles et les services administratifs départementaux qui craignent, en cas de nouveaux aléas climatiques importants, de ne pas pouvoir déterminer les taux de perte de récolte demandés pour que les non-assurés puissent être indemnisés. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Est-il possible de faire évoluer la réglementation en matière d'assurance récolte afin de prendre en compte les nombreux cas d'agriculteurs plurissinistrés au cours des dernières années ? Il faut être bien conscient, Madame la Ministre, qu'à l'heure actuelle, même si en effet vous avez conscience des problèmes, que ça se joue au niveau européen, qu'on ne peut pas faire comme on veut, que les choses sont très contraintes. Pour moi, il en va vraiment de l'avenir de notre agriculture. On ne peut pas rester en l'état, même si je sais que le ministre de l'Agriculture, dont je regrette l'absence aujourd'hui, parce que vous vous occupez d'éducation et que c'est un sujet agricole, même bien que je sois qu'il est mobilisé sur le sujet, a conscience, mais il faut vraiment agir parce que ce que vous avez proposé ne suffit pas à l'heure actuelle. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas que les producteurs, mais c'est et les professionnels et les services départementaux qui sont inquiets de la réglementation actuelle. Alors que notre école va mal, les fermetures de classes et de postes dans les écoles sont toujours plus nombreuses et s'accentuent d'année en année. C'est déjà 1493 écoles supprimées en 5 ans. Après les baisses successives, vous avez également annoncé la suppression de 1500 postes dans les écoles pour la rentrée 2023. À Paris, qui est particulièrement touché, le rectorat a décidé la suppression dès la prochaine rentrée scolaire de 182 postes d'enseignants dans les collèges et lycées et la fermeture de 178 classes dans les écoles primaires. Et cette baisse continuera sur les 3 prochaines années avec une diminution de 600 classes pour la capitale au total. Nous avons bien conscience de la baisse démographique dans la capitale.
Mais utilisons cette occasion pour proposer un meilleur cadre d'enseignement dans les écoles publiques pour nos enfants. Je pense notamment aux REP, qui sont particulièrement touchés par ces baisses, alors que c'est justement là qu'il faut accentuer davantage l'accompagnement scolaire. Une étude de l'OCDE publiée en 2022 montre que la France est l'un des pays ayant un nombre d'élèves par classe parmi les plus élevés. Inversons cette tendance. Vous le savez, le nombre d'enfants par enseignant joue un rôle sur la qualité des apprentissages et constitue l'une des explications de notre mauvaise position dans les évaluations internationales du niveau scolaire. Pendant ce temps, les écoles privées de Paris se voient dotées de moyens importants alors qu'elles ne jouent pas le jeu de la mixité. Madame la ministre, pouvez-vous me répondre à cette simple question? Allez-vous annuler la suppression de classes ainsi que les suppressions de postes à Paris? Vous répondez par une fin de non-recevoir et vous n'écoutez pas les parents d'élèves qui savent qu'il y a une baisse démographique à Paris. Vous me répondez en comptable avec des moyennes. Et bien entendu, je sais qu'il y a cette baisse démographique, mais il faut utiliser les moyens libérés pour aller dans les zones où il y a des très grosses difficultés à Paris et mettre des personnels et ne pas fermer les classes dans les REP. Ce n'est pas ce que vous faites. Depuis 2012, l'usine de fabrication d'engrais Yara, située à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique, ne cesse d'inquiéter. Lors de certains pics journaliers, le site rejette dans les eaux de la Loire jusqu'à 4 296 kg d'azote au lieu des 175 réglementaires. Autant que celui dégagé par la consommation d'eau d'une ville de la taille de Nantes, 60 kg de phosphore au lieu des 2 kg autorisés. Son bilan en matière de pollution atmosphérique est tout aussi sinistre. En 2020, Yara a rejeté plus de 200 tonnes de poussière, principalement constituée de particules fines. Dans une agglomération nazairienne où le nombre d'hospitalisations pour affections respiratoires est plus élevé de 39% à la moyenne nationale, chez les moins de 18 ans, ce constat est insupportable. Alertées, les autorités ont réagi. Cependant, malgré les nombreux arrêtés préfectoraux de liquidation d'astreintes, ainsi que son intégration dans le plan national de vigilance renforcée du ministère de la Transition écologique, l'entreprise refuse toujours de se mettre aux normes. Pire encore, interrogé lors du Salon de l'agriculture cette année, le PDG de Yara France estimait être en mesure de demander à l'État une dérogation concernant les rejets atmosphériques. Face à cette attitude inacceptable et qui n'a que trop duré, quelles sont donc les mesures envisagées par le gouvernement? Il y a urgence, ce comportement arrogant doit enfin cesser, Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Ministre pour les éléments d'information que vous venez de me donner. Néanmoins, j'ai le sentiment que les sanctions administratives et financières sont notoirement insuffisantes pour essayer d'imposer à l'entreprise d'être dans les clous, d'être dans les règles. Et je pense vraiment qu'il faut que les sanctions soient notoirement augmentées pour qu'elles soient efficaces. Madame la Ministre, ma question s'adressait à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Le 24 février dernier, le Conseil d'orientation des infrastructures a remis à Madame la Première ministre un rapport sur la nécessité d'investir dans des infrastructures de transport. En Moselle, cette nécessité nous est particulièrement connue. En effet, tous les jours, ce sont près de 120 000 salariés qui traversent la frontière vers le Luxembourg le matin et le soir. Sur l'autoroute A31, reconnue comme l'une des autoroutes les plus chargées de France, voire d'Europe, transitent de 10 000 à 15 000 poids lourds et plus de 100 000 voitures chaque jour. Dans ce pays de frontières, il y a encore la possibilité de relancer des voies et des gares à Hayange, à Nilvange, à Fontois, permettant d'offrir des alternatives aux tout-voitures pour les travailleurs pendulaires et désengorgeant la ligne TER Metz-Luxembourg. De même, alors que notre voisin luxembourgeois travaille à développer le fret ferroviaire, la Moselle reste à quai alors qu'elle est la porte d'entrée du Benelux et des pays du nord de l'Europe dans l'Hexagone via la 31. Je pourrais aussi évoquer l'absolue nécessité d'entamer au plus vite les études et plus encore les travaux pour mettre en place un réseau express métropolitain, sorte de RER régional entre Nancy, Metz et Luxembourg, alors que le Grand-Duché annonce près de 300 000 travailleurs pendulaires à l'horizon 2050 et que l'actuel TER, malgré toute la bonne volonté de la région, de la SNCF et de ses agents, ne suffit déjà plus à assurer un service de qualité. Aujourd'hui, Madame la Ministre, les habitants du nord de la Moselle, mais je sais que mon ami Olivier Jacquin partage les mêmes préoccupations pour le nord de la Meurthe-et-Moselle, souffrent des bouchons permanents, de la pollution,
des maladies que cela entraîne, de l'usure accélérée des routes, des dangers d'une circulation embolisée par des infrastructures inadaptées. Aussi, mes questions sont simples. Allez-vous entamer sans délai des études sur un réseau express métropolitain et sur la relance des voies ferrées et du fret ferroviaire dans le Nord-Mosellan? Allez-vous mettre ces questions en tête du sommaire de la prochaine conférence intergouvernementale avec le Luxembourg? Allez-vous inscrire prioritairement des investissements dans les infrastructures ferrées en Lorraine au prochain contrat de plan entre l'État et la région Grand Est? Les élus de ces territoires et plus encore les habitants attendent avec impatience des réponses. Le gouvernement a fait adopter son projet de loi d'accélération du nucléaire avant même que nous ayons débattu d'une loi d'orientation sur nos choix énergétiques mettant notre pays devant le fait accompli. Vous avez à cette occasion remis en cause les orientations de 2015 qui visaient à ramener la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50% à l'horizon 2025, reporté à 2035 avec la loi énergie-climat de 2019. Et ce texte prévoyait la fermeture progressive des réacteurs les plus anciens. À l'inverse, vous souhaitez en prolonger la durée de vie. Or, des événements récents m'interrogent sur cette stratégie. Les incidents sur les centrales existantes se multiplient. Récemment, l'IRSN a notamment identifié des nouvelles et importantes fissures sur les circuits d'injection de sécurité sur les réacteurs numéro 1 et numéro 2 de Penly. Dans le même temps, le président a décidé seul, sans concertation et en dépit du grand débat public qui a dû être stoppé, de lancer la construction d'un EPR sur le même site à Penly, le premier d'une série de 6, alors que celui de Flamanville, pas loin, multiplie les avaries et que sa mise en service a de nouveau été reportée. Madame la ministre, pouvez-vous me préciser la nature des dysfonctionnements sur les réacteurs de Penly, m'indiquer dans quel délai et à quel coût ils seront résolus et nous assurer de leur fiabilité pour les 20 ans qui viennent? D'autre part, comment comptez-vous, au regard de l'état du parc vieillissant, nous assurer que sa rénovation et la construction des EPR, dont les coûts sont considérables, ne se feront pas au détriment du développement des énergies renouvelables pour lesquelles la France est le mauvais élève européen? Madame la ministre, certes, depuis le conflit en Ukraine et ses conséquences sur le coût de l'énergie, les Français ont une opinion plus favorable à l'égard du nucléaire. Cependant, les risques sont toujours là, risques technologiques, terroristes, risques de submersion à moyen terme, assèchement des fleuves, dépendance de l'approvisionnement en uranium de pays instables et autoritaires. Madame la ministre, la stratégie du président de la République a, à mes yeux, toute une fuite en avant qui coûtera des milliards aux Français sans leur garantir la sécurité et malheureusement sans débat démocratique sur ce qui relève pourtant d'un choix de société. Par cette question, je voudrais revenir sur la maternité d'Autun et sa fermeture, que je souhaite recontextualiser dans l'évolution des services publics dans les territoires ruraux. Si la question de la présence des services publics en milieu rural n'est pas nouvelle, elle prend une tournure toute particulière à l'aune de la réforme et des revendications concernant la réforme des retraites, dont l'impact sera particulièrement rigoureux pour les populations de nos territoires, au regard de la pénibilité des métiers exercés, agriculteurs, forestiers, métiers de la métallurgie, artisans du bâtiment, et j'en passe. S'ajoute à cela l'exaspération générée par la suppression des services publics fondés sur une logique purement comptable. Ici, des fermetures de classes dans des villages sans concertation et qui bouleversent plus qu'ailleurs l'ensemble des politiques publiques menées sur les territoires ruraux, les privant de perspectives d'implantation de nouvelles familles et nuisant à leur attractivité. Là, des voies de chemin de fer mal entretenues, des multiplications des retards de train, des gares et des guichets que l'on ferme. Là encore, des fermetures de maternités, 5 en cours. Vous les connaissez, je pense en particulier à Autun, car elle enregistre moins de ces maternités de 300 accouchements par an. Le gouvernement soumet volontairement les futures mères à un risque plus élevé de mortalité périnatale et de mortalité des nourrissons, en rallongeant le temps de trajet pour se rendre dans une maternité au motif de l'incapacité de prendre en charge correctement ces fautes de personnel. Mais a-t-on au niveau local comme au niveau national pris des dispositions nécessaires? Les solutions alternatives qui isolent les mères dans des hôtels de maternité ne sont pas convenables en ce qui constitue un événement majeur sur le plan tant personnel que familial. C'est pour toutes ces raisons que les présidents de communautés de communes avaient demandé un rendez-vous qu'ils n'ont pas obtenu. C'est aussi à l'occasion d'une visite qui avait été annoncée que la population concernée voulait s'exprimer auprès du ministre. Aujourd'hui, aucune de ces perspectives n'a encore abouti. Nous méritons votre attention et votre considération, en tout cas celle du ministre. En Haute-Vienne, la Croix-Rouge comptait encore il y a quelques années 7 centres de soins infirmiers. À ce jour, 5 ont fermé, entraînant le licenciement de 70 salariés. Et les 2 restants
sont également voués à disparaître. L'un des derniers et l'un des plus importants du département, celui de la commune d'Ambazac, dont le champ d'intervention se situe majoritairement en rural, doit ainsi fermer ses portes le 1er juin prochain, en dépit d'une forte mobilisation des élus et de la population. Dans un contexte de pénurie de médecins en zone rurale avec de fortes inégalités territoriales, ces structures sont nécessaires à l'équilibre global de l'offre médicale. Or, la Croix-Rouge semble s'employer à les fermer méthodiquement. De l'avis des élus et des personnels, elle semble avoir tout fait en termes de management et d'organisation du travail pour en arriver à cette extrémité en réduisant méthodiquement l'offre de soins ou en refusant des interventions trop éloignées du centre, faisant ainsi mécaniquement et inéluctablement baisser le nombre de patients. Nous avons l'habitude de ces manipulations dans nos territoires ruraux pour fermer un service, qu'il s'agisse de santé, service public ou d'éducation. On appauvrit d'abord l'offre et on ferme ensuite parce que l'activité est insuffisante. La Croix-Rouge serait-elle donc uniquement motivée par des considérations financières? Si tel est le cas, cela interroge fortement. Si cette situation crée une rupture d'égalité entre les citoyens devant ce droit fondamental, qu'est l'accès à la santé, ce sont les territoires ruraux qui, encore une fois, en pâtissent. Dans d'autres communes, il est déjà trop tard et jusqu'ici, l'État s'est contenté d'être un observateur passif. Aucune alternative n'est proposée ni aux salariés ni aux 150 patients qui vont se retrouver sans soins. Ma question est simple, que fait-on pour les salariés et les patients en territoire rural, notamment sur ce territoire qui est particulièrement en difficulté dans ce secteur? J'entends votre réponse, mais vous l'avez dit vous-même, Madame la Ministre, rien n'est signé. Donc imaginez la situation dans laquelle se trouvent et les patients et les personnels de ce centre, et plus généralement l'offre de soins sur ce territoire. Comment s'engager vers de nouveaux projets, puisque la Croix-Rouge a effectivement, définitivement, sans doute scellé le sort de ces centres, mais ce sont des solutions qui doivent être proposées et l'État doit accompagner ces solutions de manière plus volontariste qu'il ne le fait actuellement. J'ai souhaité vous interroger, Madame la Ministre, sur la situation de l'hôpital de Ruffec, mais aussi plus globalement sur la désertification médicale de l'ensemble de mon département, qui est la Charente. Dans le cas de Ruffec, nous avons obtenu très récemment un sursis grâce à l'arrivée in extremis d'un médecin intérimaire la semaine dernière. Ce recrutement opportun va permettre de maintenir les 29 lits menacés et d'éviter la fermeture du service de médecine polyvalente. Mais cela, bien sûr, ne change pas la situation sur le long terme. Pour exemple, le centre hospitalier d'Angoulême a dû fermer son service d'angioplastie le week-end par manque de médecins intérimaires. L'intérim est devenu, pour bon nombre d'hôpitaux, un mal nécessaire dont le sevrage impliqué par la loi Rist va grandement fragiliser les plannings des hôpitaux publics. C'est parfois plus de 50% des effectifs qui sont concernés dans les services d'urgence, comme par exemple ceux de Cognac. On peut également regretter que cette loi ne concerne que le public, épargne les cliniques privées qui sont en tête pourtant des rémunérations pour les pays de l'OCDE. Le Ségur de la santé a malheureusement oublié la permanence des soins et la pénibilité. La loi Rist, entrant en application ce mois-ci, n'a pas été suffisamment anticipée. Pire, vous combattez l'intérim avant d'avoir restauré l'attractivité des carrières hospitalières. Votre annonce bienvenue de la semaine dernière sur la revalorisation de 20% du plafond pour les intérimaires et de la prime de solidarité territoriale démontre votre impréparation à penser l'accès aux soins dans nos territoires ruraux. Vous savez l'ensemble des élus mobilisés pour l'aide à l'installation des praticiens. Quelles mesures, Madame la Ministre, prévoyez-vous de mettre en place pour soutenir nos hôpitaux de proximité, comme celui de Ruffec, et pour prévenir des risques de fermeture de services dans nos territoires? Il n'est pas une semaine, Madame la Ministre, sans qu'un territoire soit menacé par une fermeture de lits, de services hospitaliers ou par le non-remplacement de médecins généralistes. Mais quand allez-vous prendre la mesure de la gravité de la désertification médicale dans notre pays? Je pense que les réponses que vous apportez ne sont pas à la hauteur. 5 ans, c'est long. Quand on a un âge avancé et que l'on a vécu le traumatisme des inondations d'octobre 2018, comme ces 51 résidents de l'EHPAD de Saint-Hilaire, toujours relogés dans des chambres doubles au centre hospitalier de Limoux, qui lui-même est en situation de gestion de crise. Et pourtant, je me souviens de ces mots prononcés par le ministre Christophe Castaner aux Audois, 2 jours après la catastrophe. Il disait « L'État participera afin que tous les équipements publics arrachés à votre terre soient reconstruits. » Dans l'Aude, Madame la Ministre, nous n'avons pas la mémoire courte. Cela apparaît comme une promesse non tenue, car manifestement, le provisoire dure toujours et avec lui la souffrance de ces patients déracinés de leur foyer d'accueil. Pire, ce retard a un coût. Évalué à 10 millions d'euros en 2019, le projet de reconstruction est resté, hélas, en l'état de pré-étude opérationnelle.
Plus l'on tarde et plus le coût de reconstruction explose. C'est 20 millions d'euros qu'il faut aujourd'hui prévoir et j'ose espérer que ce ne soit pas une stratégie d'enlisement volontaire pour enterrer le projet au motif économique. Alors, avec le maire de Saint-Hilaire, les collègues des villages voisins et la population qui ont été profondément meurtris par la violence de cet épisode climatique destructeur il y a quelques années en arrière, nous sommes inquiets par l'absence de perspective et méfiants sur les intentions des pouvoirs publics. Alors pouvez-vous, Madame la Ministre, nous rassurer, nous garantir que l'ARS va engager les efforts nécessaires de coordination des partenaires locaux pour que ce projet soit enfin finalisé et nous assurer ainsi à nous et à l'ARS de financements exceptionnels complémentaires à ceux du Ségur pour pallier à la hausse du coût de l'opération. Merci. Madame la Ministre, j'entends ce que vous dites pour avoir échangé avec le directeur de l'ARS et le préfet de l'Aude hier. Il y a l'inflation qui touche le pays en ce moment et quel que soit le projet qui sera retenu, et il va falloir le retenir très rapidement au regard de l'augmentation des coûts, le projet définitif coûtera plus cher. C'était un aléa exceptionnel, financement exceptionnel, au-delà du Ségur. Je pense qu'il va falloir trouver d'autres moyens, sinon nous allons tourner en rond et nous ne réaliserons pas les travaux.